C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur la restauration durable. Euh, je me présente, je suis Audrey Perret, je suis conseillère à la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Loire. Et donc ce webinaire s'inscrit dans le cadre de notre action collective, le défi anti-gaspi, qui se déroule au sein de la grande région. Euh, une petite présentation pardon, du défi anti-gaspi. Alors cette année, c'est la deuxième session de ce défi. On a 29 entreprises inscrites dans 3 catégories différentes. Les GMS, comme l'alimentaire, l'industrie agro et puis la restauration collective. Je vais peut-être pas vous représenter tout le principe du défi anti-gaspi puisque vous êtes tous déjà un peu impliqués dans cette démarche. Juste peut-être vous rappeler un peu le timing. Donc ça a débuté en juin 2022 et ça se terminera en novembre 2023 où on aura les primés. Différentes étapes et différents accompagnements. Vous avez tous vos interlocuteurs habituels pour vous accompagner dans le cadre de cette démarche collective. Je vous ai remis également un petit calendrier de ce qui a été fait, mais surtout ce qui reste à venir. Donc aujourd'hui, on est le 23 mai et c'est les bonnes pratiques de la restauration durable. On est ensemble pendant 1h30. La prochaine rencontre, ça sera plutôt une rencontre d'échange entre les différentes entreprises avec différents créneaux en fonction un peu de la catégorie à laquelle vous appartenez. Donc, vous retrouvez 14 heures pour les commerces, 15h30 pour la restauration et 9 heures pour tout ce qui est entreprise agroalimentaire. Ça se déroulera sur la même journée, le 27 juin. Alors, voilà un peu ce qu'on vous propose aujourd'hui sur cet atelier. Donc, on est 2 intervenantes. Donc, moi-même et puis Pauline Roche qui se présentera tout de suite après. Le déroulé, c'est qu'il y a une première partie où Pauline nous présentera un peu ce que c'est que la démarche de restauration durable, avec une partie théorie et des exemples à chaque fois pour pouvoir voir les modalités un peu pratiques. Derrière, moi, je vous ferai un retour d'une entreprise que j'ai accompagnée, qui s'appelle le Restaurant L'Ermitage, en Haute-Loire, qui a déjà débuté depuis quelque temps une démarche dans la restauration durable. Et puis, un petit focus au final sur ce que c'est que le Fonds Tourisme Durable, le programme d'accompagnement de l'ADEME dans le tourisme durable. Et puis derrière, on pourra faire tout ce qui est questions-réponses, répondre à vos interrogations. Juste un petit focus là sur le diaporama, je vous ai mis le guide qui a été fait par l'ADEME. Je ne sais pas si vous en avez connaissance. Restaurants commerciaux, quelles actions à mettre en place dans le tourisme durable. C'est un guide qui est assez bien fait et vous pouvez vous adresser à l'ADEME ou auprès de votre conseiller CCI pour vous le procurer. Il y a des choses plutôt intéressantes. Voilà un peu pour le préambule. Je vous remercie d'éteindre vos micros et si besoin, vous pouvez lever la main et on vous donnera la parole. On n'est pas nombreux, donc il n'y a pas de souci pour que ce soit interactif. J'avais pensé qu'on ferait les questions-réponses à la fin. Après, on est peu nombreux, donc s'il y a des gens qui veulent lever la main et interagir, je pense que ce sera faisable. Je vous propose de laisser la parole à Pauline. Bonjour Pourquoi c'est pas à là? tous. Bon, oui, on m'entend bien, je pense. Ouais, c'est bon, Audrey. Donc, Pauline Roche, je suis consultante à mon compte, donc en formation et conseil d'entreprise sur les thématiques de prévention des risques professionnels et environnement, RSE. Donc, j'accompagne les entreprises dans la gestion de leurs risques et également dans la gestion développement durable de leur entreprise. Et ça dans plusieurs domaines, BTP et plus récemment le domaine de l'hôtellerie-restauration, donc sur l'accompagnement notamment Écolabel des hébergements touristiques. Donc je vais effectivement, comme le disait Audrey, vous présenter une première partie liée aux éco-gestes qui va être mis en place autour de cette notion de restauration durable qu'on a parfois un petit peu de mal à adapter en fait au sein de notre structure. Donc pour vous, l'idée n'étant pas de tout mettre en place d'un coup, mais plutôt de venir piocher quelques exemples au travers des thématiques qu'on va aborder. Et puis aussi de se rendre compte que c'est faisable au travers de la présentation que Audrey vous
du restaurant L'Ermitage. Déjà, un premier petit rappel sur la notion finalement de développement durable. On parlait véritablement de restauration durable. Cette notion de développement durable, elle date déjà de quelques années, puisque la première fois qu'on en a parlé, c'était en 1987, sur le rapport Brundtland qui signalait donc que le développement durable avait la définition d'un modèle de développement, mais qui allait répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Donc on était vraiment sur une vision un peu à long terme d'une idée de développement qui serait beaucoup plus adaptée au développement du monde en fait. Puis cette démarche développement sur 3 pôles en fait. Le pôle environnement et le pôle social également. L'objectif, c'est véritablement de trouver en fait un équilibre, un juste milieu entre ces 3 dimensions et de ne pas que tirer sur l'environnemental ou que sur le social ou que sur le volet économique. L'idée de développement jusqu'alors se traduisait véritablement uniquement par un volet purement économique. Là, c'est plutôt l'objectif de trouver une équité entre ces 3 domaines pour pouvoir assurer un développement qui soit vivable, qui soit viable, équitable pour tous. Donc, si on prend le volet environnemental, on va retrouver tout ce qui concerne la préservation des ressources naturelles, notamment la préservation de l'environnement, le bon fonctionnement des systèmes écosystématiques, c'est-à-dire arriver quand même à limiter son empreinte, malgré le fait qu'on ait une activité, qu'elle soit industrielle, qu'elle soit de type de restauration, de BTP, tout ce que vous voulez. On va vraiment essayer de limiter notre empreinte sur l'environnement. Une dimension sociale également, puisque le développement durable vise à aboutir à une cohésion sociale entre tous les acteurs en fait et les parties prenantes de l'entreprise, et de proposer aussi des services de base qui soient accessibles à tout le monde. Malgré tout, on reste quand même sur une dimension économique parce qu'on sait très bien que sans ce développement-là, l'entreprise ne peut pas fonctionner. Mais on va veiller notamment à diminuer l'extrême pauvreté et avoir des gens qui soient quand même dignement rémunérés par rapport à leurs compétences, à leur travail, etc. Donc voilà, développement durable, c'est vraiment agir sur ces 3 dimensions-là au sein de sa structure. Quand on parle un peu plus en particulier de la restauration durable, on va le décliner sur cette thématique-là, c'est-à-dire, je vous le disais, sur le point de vue environnemental, limiter son impact environnemental par rapport à notre entreprise de restauration. On va le voir, ça va passer par plusieurs thématiques, les énergies, l'eau, les gestions de biens durables, etc. On se rend compte aussi quand même que cette idée de développement durable est aussi d'adapter l'offre de services pour répondre aux conséquences d'une chose dont on entend beaucoup parler et qui est indéniable, c'est le changement climatique. On se rend compte aujourd'hui, que ce soit sur le tourisme durable ou la restauration durable, que les gens ne voyagent plus comme avant, en tout cas avec les mêmes problématiques ou la même envie. C'est la même chose sur la restauration. Et je ne généralise pas non plus toutes les pensées, mais c'est vrai que de plus en plus de personnes font attention à l'empreinte carbone de leur assiette quand ils mangent, et chez eux, mais aussi bien dans un service de restauration dans lequel ils déjeuneraient ou dîneraient. Donc, pour moi, les restaurateurs vont vraiment avoir un double rôle. Je reviens en arrière une seconde. Vont vraiment avoir ce double rôle à la fois d'être un peu précurseurs en modifiant leurs pratiques, sans altérer bien sûr leur satisfaction client. On n'oublie pas le modèle de développement durable qui vise aussi à avoir une évolution économique, voire peut-être même en l'améliorant, en fait, en allant cibler peut-être aussi une clientèle différente qui serait plus sensible à cette notion de restauration durable, et aussi en utilisant un peu votre pouvoir d'influence sur toutes les parties prenantes, qu'elles soient internes avec votre personnel, mais aussi externes dans le choix de fournisseurs, dans votre clientèle, dans les collectivités avec lesquelles vous allez travailler, dans tous les fournisseurs, que ce soit le marché, que ce soit les gros fournisseurs, essayer de les amener à avoir une réflexion un peu différente sur la manière de travailler. Alors, si on regarde un peu plus en détail ces fameuses éco-gestes pour les restaurateurs, on va travailler autour de cette thématique. Donc, on
fait, on vient calquer ce principe de développement durable sur ces 7 axes-là, que sont l'énergie, l'eau, la gestion des déchets, les achats responsables des matières premières notamment, la mobilité durable, la politique sociale et la biodiversité qui entoure votre lieu d'entreprise. On va commencer d'abord avec les achats responsables. Donc, les grands axes de cette thématique-là vont s'orchestrer autour déjà d'une politique en fait d'achat responsable. C'est vraiment le fait de se dire aujourd'hui qu'est-ce que j'achète, à qui je l'achète et qu'est-ce que je veux demain pour ma clientèle, pour ma carte. Voilà, qu'est-ce que je veux développer. Bon, bien sûr, on va privilégier l'achat local, le respect des saisonnalités. Donc ça, on va vraiment travailler là sur la carte. D'un point de vue plus général, on va aussi réfléchir aux équipements avec lesquels on va travailler. Par exemple, en termes d'énergie, s'approvisionner avec des énergies d'origine renouvelable quand c'est possible. Voilà, je le répète, c'est vraiment une caisse à outils qu'on vous donne, mais ne vous focalisez pas sur le fait que peut-être cet aspect-là n'est pas faisable chez vous, etc. C'est pas grave du tout. Le tout est vraiment de se dire, tiens, ça peut être intéressant. Bon, ça, c'est pas pour moi. Non, on vous entend plus. Non. C'est bon, je suis revenue. Il y a eu des coupures, c'est revenu là. Ok, désolée. Si on détaille donc un peu plus avec des exemples de bonnes pratiques, je vous disais sur le choix finalement des fournisseurs, on va favoriser le local, le fait maison également. Une chose que j'aime bien préciser, parce qu'on parle beaucoup du bio, et souvent les gens, en parlant d'achat raisonné, pensent tout de suite au bio. Privilégiez un producteur local à quelques kilomètres de chez vous, avec des pratiques peut-être pas labellisées bio, mais raisonnées en tout cas, où vous avez un vrai échange avec lui sur la manière dont il travaille, plutôt qu'un bio qui serait effectivement labellisé, mais... Ça coupe à nouveau là. On rectifie. C'est bon. Désolée. Je vais bien mettre là pour que... Ok. Donc voilà, c'est vrai que l'échange qu'on peut avoir avec des producteurs sera vraiment plus à favoriser, si on peut le faire en tout cas. Et bon, c'est également compte tenu de la situation géographique, et ça je l'entends bien. Sur la pêche, favoriser aussi une pêche responsable par rapport à ce qui est proposé au niveau de la carte. Et bien sûr des produits qui seraient bruts non transformés. Éviter également l'huile de palme dans les plats qui seraient proposés, dans les préparations qui seraient effectuées. Sur la détermination. On rectifie à nouveau. Désolée. Alors, pour continuer, peut-être enchaîner le temps qu'elle règle, donc sur tout ce qui est amélioration de l'impact carbone, c'est vraiment travailler avec des produits de saison et optimiser ce point-là et choisir exclusivement des produits de saison. L'autre point sur lequel il y a encore beaucoup de chemin à faire, c'est sur tout ce qui est menu végétarien. C'est proposé dans les assiettes et dans les menus de façon automatique, un plat végétarien, mettre en avant la part végétale dans les assiettes. C'est important. Et là, je relaisse la parole à Pauline. Désolée. Il semblerait que voilà, j'ai changé de réseau, ça devrait aller beaucoup mieux. N'hésitez pas à nous dire si tout à coup on est figé. Audrey vient de le préciser, en effet, la saisonnalité va être importante. Sur le choix des menus également, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une partie de clientèle qui préfère avoir peut-être moins de choix avec plus de qualité que l'inverse. Une carte surchargée avec énormément de plats peut peut-être vite faire peur aux gens.
en se disant que de toute façon, il n'y aura pas de produits frais à l'intérieur. Donc, c'est vrai que voilà, la carte peut être aussi repensée dans son ensemble quant aux choses que vous allez pouvoir proposer. Sur l'investissement dans les biens durables et les services durables, alors on peut retrouver tout ce qui va être serviettes de table, nappes en coton biologique, favoriser aussi la serviette de table lavable plutôt que jetable. Dans les services également, on peut retrouver les offres d'électricité donc en approvisionnement 100% d'origine renouvelable, même si on est bien conscient qu'aujourd'hui, la problématique énergétique, voilà, financièrement, c'est un vrai problème de fond pour les entreprises. Là aussi, alors, ça rejoint aussi on peut faire le lien entre tout ça. Je sais que moi, j'ai une entreprise que je suis qui fait le choix dans ses desserts, notamment cet hiver, qui a fait le choix de proposer des choses non cuites pour limiter l'utilisation du four aussi, qui a représenté une grande part de la conso énergétique. Donc, voilà, on fait aussi le lien entre l'énergie, les menus, etc. Il y a tout un cheminement aussi qu'on peut avoir là-dessus. Production éventuellement aussi possible d'électricité sur site, production autonome avec des panneaux photovoltaïques, soit en autoconsommation et revente à ADS. Si on continue, on va retrouver un nouvel axe. Non, pardon, justement de vous parler du deuxième axe, je voudrais vous montrer cette petite application via l'association Bon pour le climat, donc qui est une association qui va aider les restaurateurs à en fait calculer l'empreinte carbone de leur menu. Donc via un petit logiciel en ligne, vous pouvez en fait calculer le poids carbone de vos plats, donc de vos menus, essayer de l'ajouter et en parallèle aussi de le valoriser auprès de vos clients en leur signalant que grâce à ce menu, ils limitent l'empreinte carbone de leur assiette et de leur repas. Donc bon, je vous ai remis l'adresse dessous, donc c'est bonpourleclimat.org, l'éco-calculateur. Ça peut être comme point de départ aussi voilà, une action. Alors je ne reviendrai pas sur tout le détail, je vous ai mis les équivalents à gauche. Effectivement, on sait aujourd'hui que l'empreinte carbone de la viande beaucoup plus importante que l'empreinte carbone voilà, 1 kilo d'agneau est beaucoup plus important qu'1 kilo de fruits local. L'idée étant pas non plus forcément de se mettre en 100% sans viande, c'est pas du tout le cas, mais plutôt de savoir est-ce que je dois avoir un choix de viande énorme ou peut-être un choix restreint mais avec une viande de qualité, les quantités aussi que je peux retrouver dans l'assiette, est-ce que vraiment j'ai besoin d'avoir un énorme steak systématiquement ou est-ce que je peux diminuer la part par exemple de viande au profit d'une légumineuse, d'un féculent à côté, etc. en plus du légume, enfin voilà, il y a quand même beaucoup de choses à faire pour arriver à baisser cette empreinte et à ce que quand même le goût soit là, la satisfaction client soit là également. On retrouve ensuite un calendrier de saisonnalité de fruits et légumes, voilà, alors qui était pour le département de l'Ardèche, mais qui globalement peut se retrouver, super, qui globalement correspond à peu près à voilà, un calendrier de saisonnalité de notre région. Là aussi, c'est avoir de la tomate en hiver aujourd'hui, ça paraît un peu aberrant. Pour autant, si ces tomates-là, je les sers parce qu'en fait, j'ai fait des coulis tout l'été dernier et que ça me permet d'en garder pour en proposer à ma clientèle, voilà, où j'ai fait des légumes à l'huile dans des bocaux, etc., pourquoi pas. Donc, encore une fois, que c'est justifié auprès de la clientèle et justement qu'on met en avant des produits qui ont été travaillés, qui sont des produits bruts, travaillés en interne, etc. Et c'est top. Après, c'est vrai que voilà, le respect de la saisonnalité, ça reste quand même quelque chose qui est très très en lien avec la restauration durable. J'enchaînerai avec la partie donc énergie, l'axe lié à l'énergie. Un point de vue maîtrise de consommation. Si on veut évoluer, il faut savoir d'où je pars en termes de conso. Bon, bien sûr, en termes
de facturation, de ce que ça représentait comme coût pour ma structure, mais dans la gestion de ma structure, mais aussi en termes de consommation kilowattheure pour voir un petit peu l'évolution depuis les dernières années, notamment si je dois aussi réinvestir dans du matériel type four, lave-vaisselle, etc. La part de consommation énergétique de votre nouveau bien va être importante. Peut-être qu'un investissement un peu plus supérieur sera favorisé si derrière je peux maîtriser un peu plus mes consommations énergétiques. On passera aussi par l'amélioration de l'isolation des bâtiments, le chauffage des locaux et la production d'eau chaude qu'on peut tenter à moindre impact. On parle aussi de l'éclairage et de l'impact numérique. Alors, si je vous parlais donc des consommations, il y a aujourd'hui pas mal d'outils qui permettent de piloter en fait ou en tout cas de surveiller sa consommation quasi en direct. Bon, c'est sur que ce soit EDF, Enedis ou d'autres fournisseurs d'électricité peuvent le proposer, que ce soit en ligne ou via des applications également. Et c'est vrai que parfois c'est un petit investissement au départ. Mais si ça me permet, alors plus peut-être sur l'eau pour détecter les fuites que sur l'électricité. Pour autant, je me rappelle d'une entreprise, d'un client que je suivais qui avait des soucis sur les panneaux photovoltaïques en fait de son établissement, où en fait un onduleur avait cassé et était grillé. Et en fait, on a pu détecter assez tôt que cet onduleur ne produisait plus d'électricité. Sans ça, sans ce suivi-là en direct, en ligne, je ne sais pas comment on aurait vraiment pu le détecter. Simplement, à la fin de l'année, quand on aurait fait le détail de revente à EDF, on se serait rendu compte qu'il y avait une différence. Pour autant, on aurait pu le mettre sur le manque de soleil aussi. Donc, c'est des petits systèmes comme ça qui peuvent permettre d'améliorer quand même cette gestion. Sur le chauffage également, des régulations thermiques. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose à réfléchir, surtout si vous avez des périodes de fermeture dans la semaine. Parfois, on se rend compte que c'est mieux finalement de baisser la température du chauffage sans complètement la couper, quitte à pouvoir à distance la réguler avant de commencer un service quelques heures avant grâce au téléphone, pour que ça remonte doucement en température et que finalement je ne consomme pas de l'électricité ou du gaz ou tout autre moyen de chauffage d'un coup pour remonter en température. Pensez aussi au chauffage notamment dans les circulations. Alors autant dans une salle de restaurant, il y a quand même minimum il y a besoin d'y avoir un minimum de chauffage quand on est en train de déjeuner. Autant dans des circulations, si vous avez des couloirs, choses comme ça, même des toilettes, il n'y a pas forcément besoin que la température soit importante dans ces endroits-là, qui ne sont que des lieux de passage, où finalement les gens en général vont être déjà en plus habillés en arrivant dans le restaurant ou en repartant, vont avoir leur manteau, etc. Donc pas forcément besoin qu'il fasse très chaud. Programmation aussi en lien avec la régulation thermique, bien sûr des radiateurs, si on peut le faire sur chaque radiateur pour moins chauffer la nuit et que ça redémarre le matin. Sur l'éclairage, alors il y a un premier travail en fait d'identification un petit peu de son éclairage, voir qu'est-ce qui est déjà alimenté en ampoules LED, qui vont être quand même moins consommatrices d'énergie et qui vont durer plus longtemps dans le temps. Là aussi, c'est un investissement par rapport à l'ampoule classique. Aujourd'hui, il y a quand même sur le marché une gamme assez large et possible de LED par rapport à ce qu'il pouvait y avoir il y a quelques années. Là aussi, le remplacement des ampoules par des LED, c'est pas se dire demain j'enlève toutes mes ampoules et je mets des LED. On va attendre l'obsolescence de l'ampoule en se disant c'est bon. Par contre, maintenant, dès qu'il y a une grille, je vais pouvoir la remplacer par de la LED. Voir si l'investissement est un peu trop important, d'étaler peut-être ce changement au fur et à mesure des mois, voire des années. Parce qu'en fait, moi je le fais au travers de l'écolabel, puisqu'on a vraiment besoin d'avoir un recueil précis exact du nombre d'ampoules. Dans certains des établissements, il y a beaucoup d'ampoules. Donc, effectivement, c'est des choses qui peuvent prendre vraiment des années pour que l'éclairage soit mieux géré. On a aussi tout ce qui va être dispositif de détecteur de présence ou de dispositif crépusculaire aussi avec à minuterie.
qui peut être mis en place dans les... je parlais des circulations, ça peut être le cas, des toilettes également, éventuellement, à la condition que ce soit bien géré. Mais voilà, ça peut être des dispositifs. C'est vrai que les toilettes, j'ai vu chez un client récemment, pourtant c'est un bâtiment neuf qu'ils ont construit, un restaurant, et les toilettes avaient pas de système de détecteur, c'était vraiment un bouton, voilà. Et je lui disais, c'est de plus en plus, on est sur un système de détecteur, et je pense que les gens sont du coup habitués à ce que quand ils aillent aux toilettes, ça s'allume tout seul, et donc qu'il n'ait pas besoin d'éteindre en repartant. Donc le fait de ne pas avoir ce dispositif-là, en général, ça n'incite pas les gens à faire attention. Alors après, on en parlera, hein, ça peut être aussi de la communication, voilà, un petit sticker humoristique à côté à côté de l'éclairage pour faire penser aux gens à bien éteindre, etc. C'est aussi possible. Hein. Mais voilà, faut pas se dire que parce qu'il y a un bouton, le client va se dire ah bah oui, c'est à moi d'éteindre. Pas forcément. Avec les détecteurs, on les a finalement un peu mal éduqués à veiller à ça. Je parlais aussi de la sobriété numérique. Alors, sobriété numérique, ça passe par la limitation des impressions de mails, par exemple, la bonne gestion aussi des sites internet qui seraient améliorés, qui seraient par exemple qui utilisent moins de guides, bande passante, etc., qui contient moins de vidéos aussi à stocker, des vidéos très lourdes, des photos, des meilleures photos sélectionnées plutôt qu'une banque de photos énorme que finalement les gens ne regardent pas parce que je cherche un site internet, je cherche un restaurant, moi ce qui m'intéresse c'est la carte, c'est l'ambiance générale, voilà. Mais d'avoir une banque de 100 photos, ça ne sert pas forcément à grand chose. Donc cette amélioration numérique, elle peut être aussi importante, autant pour, à mon avis, sensibiliser votre clientèle, pour accrocher votre clientèle, que sur un volet sobriété. De plus en plus, ça m'est arrivé de voir également des restaurants. Alors là, c'est encore un autre verre, on va dire, de la sobriété numérique. De plus en plus de restaurants qui proposent en fait de laisser son téléphone soit dans une petite corbeille à l'entrée ou si on veut le garder dans les poches, etc. En tout cas, de ne pas utiliser son téléphone à table. Parce que voilà, on est de plus en plus connecté avec toutes les applications qu'on peut connaître et en fait, on poste systématiquement son plat sur les réseaux, enfin systématiquement, mais on le voit beaucoup en tout cas. Et finalement, on ne profite pas vraiment du moment où on ne prend pas beaucoup le temps d'apprécier ce qu'on est en train de manger. Donc voilà, la sobriété numérique, c'est aussi ça, profiter simplement du moment qu'on vit, sans forcément être là pour le prendre, le poster, le partager, communiquer en direct avec les gens. Voilà pour cette partie énergie. Il se peut qu'il y ait d'autres idées aussi qui vous viennent à l'esprit que je n'aurais pas citées. Bon, on pourra en parler dans les échanges questions-réponses. Je passerai maintenant sur le volet de l'eau. Alors sur l'eau, on a aussi une maîtrise de consommation. On pourra favoriser aussi, pour limiter l'usage de l'eau le potable du robinet, favoriser la récupération des eaux de pluie pour alimenter. Alors ça peut être carrément pour alimenter les toilettes d'un restaurant, par exemple, ou si vous avez un petit potager, quelque chose ou des plantes vertes, récupérer cette eau de pluie pour arroser les plantes. On parlera aussi dans l'eau du nettoyage avec l'utilisation des produits chimiques. On parlera des alternatives, qu'elles soient naturelles ou mécaniques. Sur la maîtrise des consommations de l'eau, en termes de réduction finalement de la consommation, on peut mettre en place sur les robinets, c'est la petite image que vous avez à droite au-dessus de l'exemple de bonne pratique, des systèmes de mousseurs en fait sur les robinets, des dispositifs qui sont pas très onéreux, entre 5 et 7 euros suivant la typologie de votre robinetterie, qui permettent en fait de venir intégrer de l'air au filet d'eau qui coule. En général 50-50, 50 eau, 50 air, mais ça peut varier suivant le type de robinetterie et de mousseur. Donc on va vraiment réduire la consommation. Je parlais chez un client récemment, on l'a expérimenté sur de la robinetterie qui pourtant avait été mis en place il y a une dizaine d'années à peu près. Et donc qui n'est pas extrêmement vieille, qui avait des débits assez raisonnables. Et pourtant là, on est passé, en fait, on a diminué de moitié
la consommation, enfin le débit du robinet. On a fait de même pour la douche, on est passé de 20 litres à 10 litres de consommation sur une douche, c'est quand même assez important. Et sur les robinets, même chose, on est passé de 10 litres à 5 litres. Sachant que, par exemple, dans ce qui est entre guillemets une norme, l'écolabel, par exemple, va donner une moyenne de débit à peu près à 7 litres et demi, donc d'eau, 7 litres par minute. Donc voilà, ça aussi, c'est des choses à regarder. Bien sûr, ça ne concerne que la robinetterie qui ne nécessite pas d'avoir un débit important. C'est-à-dire qu'en cuisine, typiquement, s'il vous faut 3 heures pour remplir une gamelle d'eau pour faire cuire des féculents, des légumes, ça ne sert à rien. Là, l'objectif, c'est vraiment pour le lavage de main, le lavage de corps dans une... ou le lavage des mains aux toilettes, voilà. Peut-être même le lavage de main dans une partie de la cuisine. La partie vaisselle aussi à la main. Par contre, quand il y a besoin d'avoir beaucoup d'eau d'un coup, là, on va bien mettre ce dispositif-là. En termes de récupération de l'eau, on va aussi pouvoir, je vous en parlais, mettre en place des récupérateurs d'eau de pluie. Pour l'arrosage, ça peut être une solution aussi en raccordement pour les toilettes dans les établissements neufs. Alors sur de l'existence, c'est plus compliqué à mettre en œuvre en termes de canalisation. Sur du neuf, j'ai aussi un client qui a mis ça en place. Récupération aussi d'eau pour l'arrosage, comme je vous le disais, que ce soit l'arrosage des plantes, ou si vous avez un potager, quelque chose. C'est aussi récupérer l'eau des carafes restantes, par exemple. On peut, sur l'arrosage, mettre aussi des systèmes à gouttes qui vont être beaucoup moins consommateurs d'eau. Et prévoir dans les toilettes des réservoirs à double contenance réduite, enfin double chasse d'eau, pour éviter de trop consommer, et plus forte raison en général, c'est de l'eau potable dans les toilettes. Sur la maîtrise des fuites, on peut avoir aussi un suivi de consommation direct. Alors, c'est pas toujours très facile à voir, c'est en tout cas plus compliqué que l'électricité. Surtout que maintenant, bon nombre de compteurs sont plus visuels. En fait, c'est une espèce de bornes que les services des eaux vont venir scanner pour connaître la consommation quand ils font des relevés. Voilà. Après, je pense qu'il faut voir avec chaque service pour éventuellement voir s'il y a possibilité d'avoir une gestion un peu plus poussée. Ou alors, c'est aussi juste faire un relevé éventuel si vous avez encore le chiffrage visible dans la bouche d'eau pour pouvoir vérifier chaque mois qu'il n'y ait pas de consommation vraiment exorbitante par rapport à votre activité. Sur le volet donc de l'entretien du nettoyage, favoriser les produits non dangereux. Alors, bien évidemment qu'il y a une obligation de nettoyage, désinfection, par rapport aux normes sanitaires qui est indéniable. Néanmoins, on remarque, alors soit par manque de connaissances, soit parce qu'en fait, il n'y a pas eu de formation faite vis-à-vis du personnel du nettoyage. Mais je prends le cas de la javel, beaucoup de personnes l'utilisent trop souvent et en trop grande quantité. La javel, déjà, il faut savoir que on peut l'utiliser, on doit l'utiliser diluée. Et qu'en fait, la plupart du temps, les gens vont mettre beaucoup trop par rapport à son pouvoir actif et par rapport à la désinfection qu'on doit faire. J'ai noté l'ammoniac aussi parce que je sais que c'est utilisé soit pour les vitres ou choses comme ça. Donc, première étape, si on a l'habitude en tout cas de travailler avec ces produits-là, c'est déjà de les diminuer à quelque chose de plus rationnel. Une désinfection, c'est pas toutes les heures qu'il y a besoin de désinfecter des toilettes, en fait. Donc, voilà, essayer de revoir un peu. Il y a eu une nouvelle coupure, pas de panique. On récupère le réseau. Alors, on a à peu près fini le volet entretien. Pauline essaye de récupérer le réseau. Et je peux peut-être enchaîner sur la partie déchets.
Sur la partie déchets, les grandes thématiques, donc c'est dans la mesure du possible, on essaye de réduire à la source notre production de déchets par les choix de nos achats, par les choix qu'on va acter. J'autorise Pauline pour qu'elle rentre. On va mettre en œuvre le tri des déchets, donc on va optimiser ça en cuisine sur l'ensemble des matières premières, sur les déchets, j'autorise à nouveau Pauline. C'est bon. Je suis désolée. Parfait. Merci pour cette transition, Audrey. Donc, sur le volet des déchets, voilà, réduction à la source, tri des déchets aussi, à mettre en place ou à améliorer éventuellement. Valorisation des déchets qui va devenir notamment une obligation réglementaire à la fin de l'année. Donc, aussi réfléchir à comment s'y préparer. On parle aussi du gaspillage alimentaire, de la gestion des déchets dangereux et de ce qu'on peut faire de nos déchets, d'objets en fait qui pourraient mériter une seconde vie, mais dont on doit se séparer parce que voilà, ça ne correspond plus à en termes de décoration, d'ameublement, choses comme ça. Donc voir ce qu'on peut aussi en faire. Donc sur déjà la réduction des déchets à la source, on va pouvoir réfléchir finalement un petit peu de la même manière qu'on a réfléchi à l'approvisionnement en biens locaux, en matières premières locales, réfléchir à l'amélioration de notre politique d'achat. Achat de produits en vrac quand c'est possible. Là aussi, il y a une traçabilité bien sûr à avoir sur l'achat en vrac pour tout ce qui va être date de péremption, etc. Mais pour certaines choses, ça peut être possible, type du thé par exemple, voilà, que vous proposez du thé en vrac au lieu d'avoir des sachets qui vont générer des déchets. Des boissons aussi qui vont être consignées ou avec des récipients réutilisables. Je pense là bien sûr à des eaux gazeuses qui peuvent être consignées, des jus de fruits, soda, enfin voilà, ça dépend vraiment de votre fournisseur. Ou des boissons réutilisables. Je pense à un client qui a un système en fait un peu comme les soda stream qu'on trouve à titre personnel, des dispositifs qui permettent de produire en fait de l'eau gazeuse directement sur place et donc de réutiliser des bouteilles en verre. Voilà, qui permettent d'éviter la bouteille plastique qu'on va simplement jeter. Des systèmes donc voilà, d'eau filtrée aussi, c'est pour l'eau gazeuse, mais aussi pour avoir de l'eau filtrée sur place et éviter encore une fois les bouteilles d'eau pétillante ou d'autres sources qui seraient en bouteille plastique. Et aussi l'utilisation donc des ingrédients dans leur totalité. Donc ça, c'est vraiment sur la gestion de vos menus, de réfléchir à ce que je peux faire avec des fans de carottes, avec n'importe quoi en fait. Je peux faire un pesto avec des fans de carottes éventuellement. Il y a plein de choses à faire. Je peux faire des croûtons avec du pain que j'aurais pas pu servir, enfin qui me resterait d'un service. Voilà, repenser en fait tes menus en fonction de ce que j'ai un peu sous la main. Donc ça, c'est une première chose à envisager. Sur le point du tri des déchets, plusieurs choses là aussi parce qu'en fait, là, si on prend le bassin régional, en fait, personne à peu près n'aura le même système de tri. Il y en a qui vont avoir la poubelle jaune chez eux, d'autres qui vont devoir aller dans la rue d'après, d'autres qui vont devoir aller en déchetterie. Enfin voilà, d'autres qui vont devoir trier le papier, la cartonnette à part, d'autres qui vont pouvoir mettre ça dans leur poubelle chaude de déchets emballage alimentaire. Voilà, donc en fait, le plus simple étant de vous rendre compte des déchets aujourd'hui, soit si le tri n'est pas fait chez vous ou s'il est mal fait, qu'est-ce qui reste aujourd'hui dans ma poubelle classique, dans ma poubelle noire, ce qu'on va appeler. Ok, bon, j'ai un peu de plastique, j'ai un peu de ci, j'ai un peu de ça. Et d'essayer de voir, alors je vous conseille d'aller sur triercesdonnées.fr, le guide du tri. Vous notez votre localité et le type de déchet dont vous voulez vous séparer. Et ça va vous dire où est-ce que vous devez le jeter, dans une des poubelles ou en déchetterie éventuellement.
Donc ça sera le meilleur moyen pour éviter les erreurs de tri. Déjà partir de là et essayer de mettre en place un dispositif qui va être adapté. Ensuite, ça passera forcément par la formation de vos salariés, voire même la sensibilisation de vos clients. Alors c'est un peu plus vrai sur de l'hôtellerie, enfin de l'hébergement touristique que peut-être de la restauration, mais on peut quand même sensibiliser ses clients à la gestion des déchets. Voilà, même en restauration, ça peut être le cas. Mise en place des poubelles de tri également. La formation des salariés, elle doit être faite une fois que les choses sont bien rodées au niveau du tri. Si vous leur faites changer de dispositif régulièrement, ils risquent d'être vite perdus et de se dire qu'ils n'ont pas le temps et donc de rester sur un modèle, j'ai une poubelle, je mets tout dedans et puis voilà. Donc c'est bien de vraiment réfléchir au départ au nombre. Je l'ai vu récemment avec un client, les cuisines ne sont pas forcément toujours très très grandes. Donc où est-ce que je mets stratégiquement mes poubelles pour que les salariés puissent y avoir accès rapidement? À quel moment est-ce que le tri doit être fait? Il y a tout un tas de questions à se poser en fait dans la chaîne de la restauration, de la préparation jusqu'à ce que l'assiette revienne en cuisine une fois que le client a terminé. Comment est-ce que je gère ces déchets-là? Comment est-ce que qui s'occupe du tri? Comment est-ce que c'est réacheminé ensuite? Il y a tout un tas de questions, de bonnes questions à se poser, notamment dans le choix de partenariat avec des filières dédiées en fonction du type de déchets que vous aurez. Valorisation également des biodéchets, je vous en parlais donc tout à l'heure, il va y avoir une obligation de trier les biodéchets, donc de les sortir de la poubelle classique ménager, des déchets ménagers d'ici la fin de l'année. Ça sera pour les professionnels, mais aussi pour les particuliers à la maison. Hein. Donc, aujourd'hui, comme d'agglo, communauté commune, en fait, essaye de voir ce qui est faisable en fonction de son territoire. Après, si possible, le professionnel peut aussi avoir un dispositif en interne pour gérer ses biodéchets, qui peuvent être multiples et variés. Un composteur déjà, ou un lombricomposteur. Ça peut être aussi un déshydrateur thermique. Alors un déshydrateur thermique, en fait, c'est un composteur accéléré. J'ai ça chez un client qui a beaucoup, qui a beaucoup de biodéchets, autant en préparation parce que c'est que du frais, et autant éventuellement même en reste alimentaire, même si on a peu. Et effectivement, le compost était trop vite plein. Donc pour pallier à ça, ils ont mis en place ce déshydrateur thermique. C'est en fait accélérer le processus de compostage. Donc alors l'avantage que ça peut avoir aussi, c'est qu'on peut mettre n'importe quel type de biodéchets. Autant dans le composteur, pour qu'il soit plutôt équilibré, on va éviter tout ce qui va être viande crue, poisson cru, ou cuit d'ailleurs. Tout ce qui va être aussi os, on va pas mettre dans le composteur. On peut limiter tout ce qui va être agrumes parce que c'est un processus de décomposition beaucoup plus long. Et on va aussi, voilà un petit peu tous les types de déchets qu'on va éviter dans le composteur. Le déshydrateur thermique, lui, il accepte tout. N'importe quel type de déchet, ça peut être des pinces de crabe, ça peut être vraiment ce que vous voulez. Tout va aller dedans. Et par un processus en fait de chauffage à faible température, mais pendant un temps un peu plus long, on va venir enlever l'eau du produit et le broyer au fur et à mesure pour arriver à un substrat. Donc c'est des cycles d'environ 10-12 heures, avec une grande capacité, donc on n'est pas obligé de le faire tourner en permanence. Ce client-là, pour pallier aussi à la consommation énergétique forcément qui en découle, a installé aussi de nouveaux panneaux solaires pour améliorer la production d'électricité sur site. Donc ça peut être un procédé et ils utilisent en l'occurrence ce substrat-là, cet engrais naturel pour leur potager. Donc on est en boucle fermée. Ça peut être aussi la mise en place, je pense à notre client qui a mis en place des poules pour récupérer les biodéchets et en manger une bonne partie. Bon, là aussi, il y a des choses qui peuvent être acceptées par les poules et pas d'autres, mais c'était plutôt bien vu par les salariés. On a fait un petit tableau, qu'est-ce que mangent les poules, qu'est-ce qu'elles ne mangent pas, qu'est-ce qu'on compose, voilà. On a essayé de répartir pour améliorer au mieux cette gestion des biodéchets.
Surtout, c'est vraiment arriver à valoriser ça plutôt que ça finisse en poubelle et que la plupart du temps, ça vienne fermenter en centre d'enfouissement en fait. Point aussi sur le gaspillage alimentaire, ce qui est en lien aussi avec les biodéchets, parce que dans les biodéchets, on a le biodéchet de préparation, mais aussi les restes alimentaires une fois que les plats ont été, les assiettes ont été terminées ou non. Donc là, on revient sur notre conception des menus en fait. Est-ce que vraiment j'ai besoin d'avoir une carte surchargée ou est-ce que je peux avoir peut-être que quelques plats, notamment un plat du jour qui va être frais, de saison, etc., qui va donner envie. Voilà. En termes de quantité également, des portions, le choix des portions va être primordial pour limiter le gaspillage et même le choix des assiettes. Une petite quantité de viande, enfin une petite quantité d'aliments dans une grande assiette, on a vraiment, ça peut changer complètement la perspective en fait de satiété d'une personne. Donc la taille de l'assiette va vraiment avoir son importance. Idem si j'ai des enfants à nourrir ou des très grands. Donc voilà, les choix de portions réduites, ce qui peut être le cas sur les menus enfants. Oui, ils adorent les frites et les steaks, mais ils peuvent aussi avoir une plus petite portion du plat du jour qui vont sûrement beaucoup aimer aussi. Et peut-être qu'ils même ils finiront plus facilement que de se bourrer de frites. Mise en place aussi de systèmes, alors type, déjà réservation, en fonction de ce que vous faites comme type de restauration, c'est pas toujours possible, mais la réservation va également permettre d'anticiper un peu plus les plats que je vais devoir préparer en termes de quantité. Valorisation des excédents aussi culinaires, hein, j'en parlais par exemple avec le pain que je transforme en croûtons, etc. Et on peut aussi proposer, ça se fait de plus en plus, des doggy bags, donc des restes qu'on va ramener à la maison, avec soit des petits bols en cartonnette, choses comme ça, des petits bols en carton, où on va pouvoir mettre le reste qui n'a pas été fini. Ça, c'est bien de le préciser une fois qu'on récupère en fait les assiettes, de proposer quand c'est pas terminé, est-ce que vous voulez l'emporter chez vous, etc. Ça fait de plus en plus chez nous, ça fait beaucoup dans les pays anglo-saxons, américains, etc. Ils le font beaucoup plus que nous, mais ça commence à se généraliser un petit peu plus. Système aussi type Too Good To Go. Alors ça, c'est un peu des nouvelles applications qui ont émergé sur l'anti-gaspillage alimentaire, avec cette volonté de se dire qu'un produit qui allait périmer aujourd'hui restait encore bon jusqu'à aujourd'hui. Donc, je sais qu'il y a d'ailleurs, l'Ermitage dont on parlera Audrey tout à l'heure est un restaurant qui pratique ce système-là. En fait, tous ces plats du jour qui lui restent, il les propose à prix réduit sur cette application. Donc, les gens viennent les chercher et ça évite tout simplement de jeter la nourriture. Ça peut être des dons, alors des dons type pour vos salariés, par exemple, que vous fournissiez le repas à vos salariés par rapport à ce qui a pu rester le jour J du plat du jour. Voilà. Donc voilà un petit peu autour de ce gaspillage alimentaire. Sur la réutilisation des objets que vous pouvez avoir, alors il y a une partie de revente ou don, ou transformation des vieilles nappes que vous allez transformer en chiffon par exemple pour la cuisine, ou aussi dans l'aménagement de votre restauration, acheter des choses, des objets de seconde main pour la déco, pour la vaisselle, voilà. C'est hyper dans l'air du temps en plus de décorer ou d'avoir de la vieille vaisselle, même parfois qui n'est pas du tout harmonisée en fait. Ça peut être un parti pris pour la déco et pour l'ambiance que vous voulez donner à votre restaurant. Ou mise en place aussi de boîtes à dons, soit pour des associations, de choses qui vous restent et dont vous voulez pas forcément vous voulez pas forcément vendre et donc à qui vous voulez en faire profiter d'autres personnes. Et derrière, sur les déchets dangereux, on a parlé tout à l'heure des déchets recyclables en fait dans les procédures de tri, mais il y a une petite partie de déchets à recycler qui sont caractérisés comme déchets dangereux. Donc déjà, première étape, essayer de lister en fait tous les déchets. Alors on parlera par exemple des piles, des ampoules, des graisses et huiles alimentaires. Ça peut être aussi vos cartouches d'imprimante, ça peut être des équipements électriques et électroniques usagés, ça peut être des solvants qui ont été utilisés pour des réfections de peinture,
Tout ça, ça doit être éliminé en filière dédiée. Donc là aussi, vous pouvez vous servir de l'application que je vous ai citée avant pour arriver à voir, en général, c'est récupéré en déchetterie, mais voir voilà, quelle est la déchetterie la plus proche de chez vous, comment est-ce que ça doit être géré, etc. Pensez aussi sur ces volets-là à garder le bordereau de suivi de déchets quand il y en a un qui vous est attribué, notamment sur, en fonction des quantités, du type de déchets, mais sur notamment les huiles et les graisses alimentaires. Vous devez avoir la traçabilité en fait de l'élimination de votre produit, et ça jusqu'au point, jusqu'au centre d'élimination. Donc vous devez garder les bordereaux avec vous pour justifier que vous ne les avez pas déversés dans la fosse septique du voisin, quoi. Voilà. Voilà sur cet aspect déchets. On va continuer avec l'aspect biodiversité. Alors, première possibilité, créer un potager écologique. Bon, bien évidemment, là aussi, je constate qu'en fonction de votre localisation, ça puisse être plus ou moins compliqué. Si tel est le cas, supprimer l'utilisation des pesticides, favoriser aussi dans la biodiversité autour du restaurant, que ce soit les fleurs, même en jardinière, choses comme ça, des fleurs et des plants qui seraient locaux, adaptés vraiment à votre climat et qui ne demanderaient pas trop d'eau, et s'engager sur la préservation des espèces. Sur le potager, alors, on n'est pas obligé de partir sur 1 hectare de potager à mettre en place tout de suite. Quand bien même on aurait le terrain, c'est quand même du boulot. Mais à minima, quand je parle de jardin écologique, ça peut être déjà un jardin aromatique. Donc, ne serait-ce que des balconnières avec, voilà, avec un peu de persil, avec des plantes aromatiques classiques, hein, du basilic, persil, de la menthe, enfin voilà, ce que vous utilisez ensuite. Ça paraît rien, mais agrémenter les plats d'un peu de persil qui viendrait de votre jardin, etc., même si c'est qu'un carré aromatique, c'est déjà super. Et ça apporte quelque chose d'un peu plus, d'encore plus naturel et authentique à votre démarche. Bien sûr, ça peut être développé et je vous encourage à le faire si vous avez la possibilité. Si tel est le cas, essayez de gérer ces espaces verts de manière éco-responsable, donc supprimer l'utilisation de pesticides. Utiliser notamment le paillage pour favoriser, limiter la déperdition d'eau au niveau du sol. Possibilité aussi de faire de l'éco-pâturage si vous avez un peu de superficie d'herbe autour de vous, plutôt que de faire ça, tondeuse, rotofile, les choses comme ça. Préférez des méthodes plus naturelles avec des moutons, etc. Et sur la gestion du jardin, tout ce qui va être plutôt méthode naturelle, des engrais verts que vous allez créer. Pelure d'oignon, ça fait un très bon engrais naturel, par exemple, choses comme ça. Donc, pourquoi pas aussi se servir de vos biodéchets pour alimenter directement le jardin. Favoriser donc la faune et la flore, en tout cas les protéger. Donc, je vous parlais des espèces indigènes, ça peut être des murs végétaux, alors qui pourront agir pour le bien de la biodiversité, mais aussi pour rafraîchir votre façade ou votre terrasse également. Les toitures végétalisées, choses comme ça. Des choix de plantes qui vont nécessiter peu d'eau. La mise en place aussi de nichoirs à oiseaux, ça c'est quelque chose d'assez simple. D'hôtels à insectes aussi, on peut en monter facilement soi-même, ou on achète des tout prêts aussi. Ça peut être installer des ruches aussi pour favoriser la pollinisation et pourquoi pas fabriquer du miel. On peut aussi devenir en entreprise refuge LPO donc en collaboration avec la Ligue de protection des oiseaux pour améliorer en fait sa gestion de la biodiversité dans son entreprise. Voilà pour la partie biodiversité. Je passerai sur le volet mobilité durable. Là, l'idée, c'est d'arriver à favoriser en fait cette écomobilité, donc notamment diminuer l'utilisation de la voiture au profit de moyens de transport moins consommateurs, moins énergivores. Et moins polluants, et donc inciter notamment moyens de transport électriques. Donc ça va passer déjà par les dispositifs que vous pouvez avoir en interne et puis la communication que vous pouvez en faire. On parlait du site internet, avoir une page comment se rendre dans mon restaurant sans utiliser la voiture. Vous pouvez prendre telle ligne de bus, le train. En fonction encore une fois de là où vous trouvez, c'est pas forcément possible. Peut-être aussi indiquer des itinéraires de vélo aussi qui soient possibles. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Il y a aussi la notion de covoiturage pour les salariés qui viennent, favoriser le covoiturage entre eux, notamment l'harmonisation en fait de leurs horaires de travail, éventuellement si c'est possible pour pouvoir limiter leurs déplacements.
et favoriser l'électrique par l'installation des bornes de recharge, voire l'investissement dans un véhicule électrique dans votre flotte de véhicules d'entreprise en remplacement d'un véhicule thermique. Et j'en terminerai avec la politique sociale, donc le volet social qui fait partie indéniablement de cette notion de développement durable. On vise ici, comme je vous disais, une politique sociale qui soit vraiment mise en œuvre et qui favorise l'égalité déjà professionnelle entre les hommes et les femmes, qui assure un cadre sécuritaire de travail pour chacun. Et on parlera aussi des situations de personnel et de clients en situation de handicap. Donc sur la politique sociale, ça commence déjà par les conditions de travail. Je passe par celle du bas, mais c'est pas grave. Par les conditions de travail des salariés et les avantages en fait qu'on peut mettre en place pour eux. Donc déjà en termes de sécurité, c'est un document qui va être à jour avec un plan d'action pour réduire les risques professionnels pour eux. On va aussi avoir tous les avantages, je parlais de l'écomobilité, mais ça peut faire le lien aussi, favoriser l'hébergement de saisonniers sur place. On sait aujourd'hui que la problématique de l'emploi, elle est indéniable. Donc, avoir des salariés, c'est déjà compliqué, mais des salariés qui restent, c'est encore pire. Donc, avoir des hébergements à leur proposer, on limite le transport, on limite la pollution et on favorise le fait qu'ils restent chez nous le plus possible. Ça peut être aussi des avantages tels que les mutuelles d'entreprise, les congés de formation, les chèques vacances, des prêts aussi plus intéressants pour eux. Enfin, voilà, tout ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place. Faciliter aussi l'inclusion de salariés en situation de handicap. Ça peut être par des aménagements aussi autour de votre restaurant, un accès handicapé qui est facilité, des toilettes handicapées qui soient accessibles pour le personnel, etc. On va viser aussi à agir sur la culture en fait d'entreprise au global et la gestion RH pour améliorer cette égalité homme-femme. C'est vrai que sur la culture d'entreprise globale, la restauration a malheureusement eu pas forcément toujours bonne presse sur la gestion des salariés, notamment des apprentis. Je pense qu'il faut prendre le chemin inverse, il faut valoriser le fait que les salariés soient respectés et ça même en cuisine. Malgré les conditions qui sont parfois difficiles, les horaires de travail hyper rythmés, cadencés. Enfin, voilà, il faut apporter quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur un chemin inverse. Il faut vendre son entreprise pour avoir des salariés. Autant avant, c'était le salarié qui se vendait pour intégrer l'entreprise. Là, on est sur une dynamique un peu inverse. Donc, il faut arriver à montrer quel intérêt le salarié aura à travailler chez vous. Et ça, au-delà, bien sûr, le salaire va rester important pour bon nombre d'entre eux. Mais en fait, la culture d'entreprise va aussi avoir de plus en plus son importance. Et enfin, sur la politique sociale pour les clients, on retrouvera cette histoire d'accessibilité par rapport au personnel, aux salariés, je vais y arriver, aux clients handicapés. Il y a un label tourisme handicap qui existe, signalons que vous restez un certain cahier des charges pour accueillir des personnes en situation de handicap. Et après, il y a tout ce qui va favoriser aussi l'accueil finalement de tout type de clientèle grâce aux moyens de paiement que vous acceptez, comme les chèques vacances, les cartes ou tickets resto, etc. Pour permettre à tout le monde de venir déjeuner chez vous. Je crois que j'en aurais terminé pour cet aspect au travers des axes. Donc, je vous ai présenté, comme je dis, un peu une caisse à outils de tout ce qui pouvait exister, et j'en oublie certainement. Là, c'est vraiment au travers moi, du vécu que je peux en avoir auprès de la clientèle que j'accompagne. Alors, au milieu de tout ça, comment bien démarrer parce qu'on peut se dire, oula, ça fait beaucoup de choses à mettre en place, suivant votre état d'avancement dans cette démarche. Alors, je dirais déjà, il y a un point de départ indéniable, c'est l'engagement, en fait, de la direction. Donc, votre engagement à vous. Pourquoi est-ce que je veux rentrer dans cette démarche et est-ce que vraiment je veux y aller? Si vous n'êtes pas convaincu par ce que vous allez engendrer, ça ne marchera pas. Ensuite, une fois que vous êtes vraiment décidé, faire un état des lieux initial, par thématique éventuellement, où est-ce que j'en suis sur mes éco-achats, sur mes achats responsables, où est-ce que j'en suis sur ma gestion énergétique, que ce soit des électres de gaz, sur ma conso d'eau, sur ma politique sociale, etc. Partant de là, il faut se déterminer un plan d'action. Cette année, je mets l'accent sur mes ampoules à LED parce que je me dis que c'est le moment, ou parce que je peux éventuellement bénéficier aussi d'aide. Audrey vous en parlera un peu après. Et puis mettre en place ces actions sans peut-être créer un plan d'action trop ambitieux pour pas se dégoûter sur l'avancement, parce que des fois on peut avoir quelques freins.
Et puis mettre en place ensuite des indicateurs pour voir si ça a fonctionné ou pas. Est-ce que ma consommation énergétique a baissé? Est-ce que j'ai toujours une satisfaction clientèle qui est à la hauteur? Est-ce que justement j'ai eu des remarques sur cette restauration durable que je proposais ou pas? Voilà. Essayer de voir un peu l'avancement dans tout ça. Donc voilà, on est sur un principe d'amélioration continue. Mais deux mots d'ordre, ça part vraiment de l'engagement de la direction et de la mise en œuvre de ce plan d'action qui serait progressif. Globalement sur cette démarche, deux choses importantes aussi, l'importance de la communication et de l'engagement de la direction dans la démarche. C'est quand même un gros job à faire. Il faut le valoriser commercialement, il faut en parler. Ça peut être sur vos menus, ça peut être, je parlais d'éco-calculateur, ça peut être en affichage en interne, ça peut être sur tout type de support et bien sûr, j'en parle après des réseaux, mais déjà en interne ou même dans votre discours en fait. Juste dans le discours quand le client arrive, quand vous l'installez à table, enfin plein de choses qui vont laisser transparaître que vous y prêtez attention. Et puis sur les réseaux sociaux, les sites internet, ne pas hésiter à parler de cette démarche-là. Quelques labels, alors je ne rentrerai pas dans le détail, mais on vous a noté quelques labels de restauration durable comme Écotable, notamment Green Food, La Clé Verte, FIG également, les associations de maîtres restaurateurs, voilà, quelques-uns parmi plein qui existent. Voilà, pour information, vous pouvez aller vous renseigner sur leur site internet si vous voulez en connaître un peu plus sur ces démarches. Et je pense laisser la parole à Audrey pour l'exemple concret. Merci pour ces bonnes idées et tous ces exemples concrets. Alors, moi, l'idée, c'est plus de vous traduire un peu ce que Pauline vous a dit, de vous conforter un peu et de vous montrer que c'est possible de faire plein de choses dans un seul établissement. Donc, j'ai choisi de vous présenter, moi, un restaurant l'Ermitage qui est à Espaly, Saint-Marcel en Haute-Loire, qu'on a accompagné au niveau de la CCI, que ce soit ma collègue Chantal Pillet-Barry du tourisme ou bien moi sur les casquettes RSE. Voilà, on a accompagné depuis quelques années. Donc là, vous avez l'équipe un peu en photo. Donc, c'était Laurent et Béatrice Gambard, les deux gérants. Il y a leur fils qui les a rejoints et puis un autre salarié. C'est un restaurant qui a été repris en 2016 après un voyage en Afrique où ce couple a décidé un peu de se ressourcer et puis de se reconnecter avec la nature. Et je dirais que Pauline a terminé un peu ses propos en parlant de l'engagement de la direction. Et là, la réussite de cet établissement vient vraiment de l'engagement des deux gérants. C'est vraiment une volonté, c'est vraiment l'axe sur lequel ils veulent aller. Dès le départ, c'était vraiment leur volonté. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir ce restaurant en toute simplicité avec des bons produits naturels, simples et authentiques. C'est la grande ligne de leur cuisine. Alors, ce que je vous ai mis en avant, c'est que il y a une bonne nouvelle, c'est que cette année, ils ont reçu le Bib Gourmand Michelin. Donc, c'est une première reconnaissance quand même officielle de leur travail. Ils sont maîtres restaurateurs. Donc, là aussi, 100% des produits sont transformés sur place. Et puis, ils étaient le premier restaurant écotable en Auvergne. Donc, là aussi, c'est un engagement très RSE, développement durable. Donc, voilà, c'est important de le faire savoir et de faire savoir à la clientèle ces engagements et de les expliquer. Donc, l'idée, c'est que je vous montre un peu les bonnes pratiques. Vous allez voir, c'est un peu ce que Pauline vous a déjà présenté. Donc, quelques bonnes pratiques. Donc, dans les menus, c'est que déjà, chaque jour, ils adaptent en fonction des produits du jour et de saison. Chaque menu change et c'est que des produits de saison. Avec une carte très limitée et 100% des produits transformés sur place. Quand je dis une carte limitée, en fait, c'est un point qui a été un peu négatif au départ. C'est que par rapport à la personne qui était avant, la personne qui exploitait juste avant avait beaucoup plus d'offres, beaucoup plus de lignes sur la carte. Et en fait, ça a été mal perçu au départ d'avoir beaucoup moins de produits. Mais en fait, il faut vraiment communiquer pour expliquer qu'on a moins d'offres parce que c'est 100% transformé, parce que c'est que des produits frais, il n'y a rien de préparé à l'avance. Et c'est vraiment là que je peux mettre l'accent, c'est qu'il faut savoir communiquer sur ces engagements et que le client puisse comprendre ce qu'il y a derrière. Que c'est vraiment de la vraie cuisine et que c'est que du transformé sur place. Donc voilà, pour que ça ait vraiment ce côté favorable.
Transformation donc des produits 100. Donc en fait, sa philosophie, c'est d'acheter des animaux entiers, donc pour pouvoir les transformer. Donc forcément, ça demande beaucoup plus de travail. Par contre, il va acheter les animaux quand le cours de la matière est intéressante, quand le prix des animaux est intéressant. Et puis, ça va lui demander beaucoup plus de travail pour transformer en terrine, pour transformer les bas morceaux dans certains plats qui pourront être, par exemple, des plats mijotés pour la saison hivernale ou faire des terrines ou faire des petites boulettes de viande. Voilà, l'idée, c'est de retravailler, de réfléchir et de tirer aussi les prix d'achat vers le bas puisqu'on achète l'animal en entier. Idem, la même philosophie pour tout ce qui est fruits et légumes, où il va acheter vraiment en grande quantité les fruits et légumes de saison. Et il va les transformer. Donc, on peut parler de stérilisateurs, déshydrateurs. Il va faire des glaces, des sorbets, des coulis. C'est vraiment cette philosophie d'avoir tous les produits toute la saison, mais de savoir les transformer et d'avoir des coups de bourre, on va dire, comme on peut dire dans le métier. Ce qui ressort quand même aussi, c'est qu'il va optimiser ses pertes et qu'il va être à 0 perte. Typiquement, là, je vous ai mis un petit exemple d'un dessert qu'il propose, donc c'est une glace verveine. Donc voilà, dans cette glace verveine, dans ce parfait verveine, il va utiliser son jaune d'œuf pour fabriquer sa glace et il a créé une meringue pour le tour pour fabriquer son blanc d'œuf et optimiser 100 de son œuf. C'est un exemple. Après, il en existe 10 000 exemples de recettes, mais voilà, j'avais le petit exemple en approvisionnement responsable. Donc l'idée, c'est que vraiment, là aussi, dans ses achats, il travaille qu'avec des fournisseurs locaux. Biodiversité, on a parlé un peu du miel. Donc cette année, il a installé ses propres ruches et il produit son miel sur place. Je vous ai mis quelques plantes aromatiques qui sont sur place. Donc, et puis des petites théières. Quand on commande une tisane chez lui, ils vont ramasser les herbes aromatiques dans le jardin et ils feront leur propre tisane. Puis voilà, gros partenariat avec des producteurs locaux. C'est vraiment sa philosophie, de travailler qu'avec du local. Mais là aussi, c'est important de travailler avec du local, mais de l'afficher sur la carte, de savoir quel est le producteur, que c'est quelqu'un, voilà, que c'est un parti pris. A pris des engagements également sur tout ce qui est gestion au quotidien, donc tout ce qui est recyclage et valorisation des déchets, des vaisselles consignées pour la vente à emporter. Le support de menu, là, on imprime juste l'affiche et on utilise un support réutilisable. Ils ont choisi un truc assez sympa en bois, des produits d'entretien écologique, la gestion raisonnée du site. Après, je pourrais vous en dire plein. Ils ont mis des LED partout. Voilà, c'est quelques exemples que je veux vous présenter. Alors, le point qui est important que je voulais quand même souligner par rapport à cet engagement et cet engagement fort, ce parti pris, c'est que vraiment leur philosophie, c'est 0 perte. Ils transforment la totalité des produits. Et ce qui peut peut-être être important, c'est que le taux de marge en restauration, en moyenne, est entre 65 et 68 sur la même gamme d'un restaurant. Eux, ils sortent à 76. Donc, ce que je veux aussi vous dire, c'est qu'il y a aussi un intérêt économique à travailler dans cet axe-là. Non seulement c'est des engagements forts, des convictions personnelles, mais voilà, financièrement, c'est également intéressant. Voilà, et puis j'avais mis optimisation des achats en fonction des cours, du prix de l'ensemble des prix des matières premières qu'ils transforment. Donc voilà, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais l'idée, c'est vraiment de comprendre que ce qui est important chez eux, c'est leur engagement, c'est leur conviction et que ça marche. Il y a eu des premières reconnaissances officielles, récentes et que ça continue, quoi. C'est vraiment le point important. Alors cet établissement, moi, je l'ai accompagné, dans le cadre d'un programme que je voulais vous présenter juste, au final de ce webinaire, qui s'appelle le Fonds tourisme durable, en fait, qui est géré par l'ADEME, qui est sorti, après le covid et l'idée, c'était vraiment d'engager, l'hôtellerie-restauration dans cet axe, tourisme durable et de les engager, notamment en donnant un coup de pouce financier pour mettre en œuvre des plans d'action. Donc c'est assez intéressant. L'idée, c'est que dans un premier temps, on va, travailler avec un partenaire, donc les CCI entre autres sont des partenaires. On va faire un diagnostic et on va définir avec, l'hôtelier restaurateur, un plan d'action, heu, pour s'intégrer dans le tourisme durable et on va définir un peu des actions qui seraient pertinentes de mettre en place. Et derrière, potentiellement, en fonction un peu des investissements qu'on va choisir et on pourra,
être éligibles à des aides financières spécifiques à la restauration, à l'hébergement ou d'autres plus génériques. Donc, c'est plutôt des financements qui sont assez rares dans l'hôtellerie-restauration parce que c'est des choses, c'est pas forcément des gros investissements, mais souvent, moi, de par l'expérience, des personnes que j'ai accompagnées, c'est souvent des choses qu'on avait en tête et où il y avait quand même un frein financier et ça permet de passer à l'action puisque les financements peuvent aller jusqu'à 70 de ces investissements-là. Le point important, c'est que pour pouvoir déposer un dossier, il faut avoir au minimum une aide financière de 5 000 €. C'est un peu le point, la porte d'entrée quand même, c'est qu'il faut avoir un minimum d'investissement. Après, on a 18 mois pour faire les investissements, donc ça nous laisse quand même un peu de temps. Euh, et ce que je peux peut-être vous montrer, c'est un exemple d'action qui pourrait être fléchée dans le fonds tourisme durable. Donc là, c'est des grands chapitres, c'est des grands thèmes, mais ça peut passer par tout ce qui est communication, ça peut passer par tout ce qui est formation des salariés. Ça passe également par tout ce qui peut permettre l'approvisionnement local, tout ce qui va limiter le gaspillage alimentaire, tout ce qui est économie d'énergie, économie d'eau. Voilà, ce n'est pas une liste exhaustive. Là, je vous ai mis ceux qui concernaient essentiellement la restauration, mais c'est des coups de pouce financiers quand même assez importants. Et puis, on en a d'autres qui concernent plus du général, où c'est un peu les actions, ce que Pauline nous a mis en avant dans les éco-gestes. C'est tout ce qui est éclairage, rénovation du bâtiment, tout ce qui est isolation thermique, les équipements frigorifiques performants, la mobilité, la récupération d'eau de pluie, le composteur, la labellisation, l'écolabel. Voilà, c'est plein d'exemples, mais en tout cas, l'ADEME peut vous aider à mettre en place votre plan d'action et surtout peut vous aider financièrement dans le cadre de cette démarche. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, l'une des portes d'entrée, c'est votre interlocuteur local CCI qui pourra vous aider et vous donner un peu des infos sur le sujet. Moi, le point à retenir un peu que je voulais mettre en avant, c'est que c'est important ces engagements-là, mais c'est des engagements qui se font sur la durée. Voilà, ça prend du temps, ça se mûrit. La motivation du dirigeant, c'est essentiel. Et l'autre point vraiment que je veux mettre en avant, c'est que je me rends compte qu'il y a plein de restaurants, d'hôteliers restaurateurs qui font des choses géniales, qui font des choses très pertinentes, qui ont des convictions personnelles très fortes. Mais en fait, il faut vraiment travailler ce volet communication. Il faut arriver à transcrire notre engagement et nos convictions à notre clientèle. Et ça, c'est souvent un peu la lacune où c'est le point qui reste assez difficile. Expliquer pourquoi notre carte n'a pas 15 lignes, mais que 2, parce qu'on n'a que des produits locaux ou c'est fait en cuisine derrière, quoi. Des choses très basiques, mais voilà, c'est ce point qui reste assez important. Voilà un peu pour le volet qu'on voulait vous signaler et vous mettre en avant dans ce webinaire. Vous avez peut-être des questions, des interrogations ou peut-être vous voulez rebondir sur des points qui vous ont interpellé. Ce que je vous propose, c'est qu'on vous laisse la parole maintenant. Il y a des questions. Quelqu'un se lance? Ou c'était très clair et finalement, on a donné tous les exemples qui pouvaient vous concerner. Pour rebondir, je me permets juste pour rebondir sur ce que disait Audrey sur la communication essentielle. Je crois aussi que si vous êtes convaincu de la démarche et que pour vous, voilà, ça devient important et que vous voulez vraiment le mettre en avant, le fait de communiquer, c'est aussi d'attirer vers vous des clients qui vous ressemblent finalement. Parce que dans ces périodes de transition, on peut aussi être parfois découragé par le fait d'avoir beaucoup de déceptions de la part de la clientèle, en se disant, mais moi je fais des efforts, mais mes clients, ils trouvent pas ça bien. Oui, mais parce qu'en fait, le fait de pas communiquer, le client arrive et il est déçu parce qu'il sait pas ce qu'il imaginait. Or, inversement, des gens qui seraient à fond dans cette démarche-là, seraient peut-être pas tentés de rentrer chez vous parce qu'il va se dire, bah non, mais moi, ça correspond pas à mon standard de restauration, en fait. Donc, voilà, cette transition, la communication, elle est aussi, à mon avis, importante pour ça, pour finalement avoir les clients qui vous ressemblent et qui doivent venir chez vous. Après, si vous avez des questions, vous pouvez désactiver vos micros et prendre la parole.
Bon, j'ai l'impression qu'on a été super clair. Je vous ai remis le calendrier des prochains ateliers et voilà. Le prochain, on avait dit que c'était le 27 et j'ai mis aussi tout en bas le prochain qui est en cours de préparation et qui concernera plutôt l'emballage et qui sera programmé en septembre. Voilà un peu les dernières actualités. Je remercie Pauline pour cette intervention qui était claire et plutôt concrète. Dernier appel, pas de questions. Bon, je vous propose de clore ce webinaire et puis Merci beaucoup. on reste à vos dispositions, que ce soit vos interlocuteurs habituels ou Pauline ou moi-même. Merci à vous. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée.